Waouh, ben voilà, c'est parti pour ce mercredi spécial. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le 21 octobre. D'accord, parce que c'est le 21 octobre. Comme ça. En tout cas, bonjour à tous, vous qui êtes avec nous tous les jours, du lundi au vendredi. Donc on est comme mercredi, donc vous avez encore 2 jours à nous voir, et vous, et nous à vous voir, et Céline à vous voir. Bref, on se voit tous. On se voit tous. On est tous ensemble. Ça va? Bonjour Danick, oui, ça va bien. Bien, alors aujourd'hui, on va parler de la rénovation urbaine des Abyles avec spécialiste, M. Rouzan Rosuel, qui est universitaire, mais qui est aussi conseiller communautaire. On va le recevoir tout à l'heure. On parlera de la foire de Cuba, de la Havane. Vous savez ce que c'est? Oui, c'est une foire internationale dans un marché qui va devenir, je pense, très intéressant pour nos entreprises. Fait. Et des Guadeloupéens veulent y aller, notamment cette jeune femme s'appelle Vanessa Ronel. Elle sera avec nous tout à l'heure. Elle est responsable d'une structure qui s'appelle Like a Boss. Like a Boss, ça fait bien. Très bien. Bon, et puis après, il y aura le journal. Pas de Martine aujourd'hui, à cause de salon, vous le savez. Oui, le salon de l'enfant Kids and Family qui s'ouvre ce matin à Bémao. Qui a commencé, donc Martine étant au four et au moulin, donc elle ne pouvait pas être au moulin ce matin. Mais on aura un Thierry Alette, je crois. Hein. Oui, on aura un Thierry Alette. D'ailleurs, je vais vous montrer cet ouvrage de qualité. C'est son best-of, ça s'appelle Selected Works, en anglais. Et c'est pas mal foutu. Thierry Alette vient d'en parler et on va parler avec lui aussi de crowdfunding parce que c'est un spécialiste. Voilà, c'est un petit peu le sommaire des talks de la journée. Il y a aussi l'info et l'info c'est Miss Céline en direct live. Dans les titres de ce mercredi 21 octobre, les avocats persistent et signent mobilisés depuis le 13 octobre dernier. Ils protestent contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle de Christiane Taubira. On a appris d'ailleurs ce matin que la ministre renonçait à ponctionner les produits financiers des avocats. Le CREFOM remet le couvert. Patrick Caram, le président du Conseil représentatif pour l'égalité des Français d'Outre-mer, l'a annoncé. Le dîner deuxième du nom aura bien lieu en 2016. Et puis la 4e édition des RJ-POM pour rencontres jeunes et patrimoine de l'Outre-mer. Ça se passe aujourd'hui à Sainte-Rose. L'idée, près de 80 jeunes issus de Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth ou encore de Martinique sont réunis. Le thème est savoureux, plaisir gustatif et patrimoine immatériel. Je sais que ça vous inspire beaucoup, Danick. Totalement. Il faut signaler, on a dit souvent hier, l'arrivée demain de la ministre Madame Georges Paul-Langevin, qui a un carnet de voyage assez chargé, puisqu'elle sera au MAC vendredi et devra aller à Sainte-Rose. Alors hier, on s'est moqué de nous parce qu'on avait dit qu'elle devait se rendre à l'école du mois d'ici, mais c'est comme ça, non, il n'y a pas moyen d'inventer. C'est comme ça, elle ira à Sainte-Rose. Bref, on en parlera. Sinon, je vous laisse développer le journal. On va retrouver M. Rosuel tout à l'heure, qui a encore des embouteillages, qui devrait nous revoir, arriver ici et le recevoir dans quelques instants. C'est parti pour le journal. Et on entame cette édition avec les avocats qui persistent et signent aujourd'hui mobilisés depuis le 13 octobre dernier. Ils protestent, je le rappelle, contre le projet de réforme de l'aide juridictionnelle de Christiane Taubira, un mouvement initié par le Conseil national des barreaux qui avait demandé à tous les barreaux de France la semaine dernière de cesser toute désignation et mise à disposition de moyens nécessaires au fonctionnement de l'aide juridictionnelle. Depuis une semaine, en effet, aucun avocat n'est présent pour les gardes à vue, les comparutions immédiates ou encore les rétentions douanières ou administratives. Aujourd'hui, les avocats durcissent le mouvement, une décision prise hier lors d'une assemblée générale du barreau. Alors, outre la grève de l'aide juridictionnelle qu'ils observaient depuis la semaine dernière, ils entendent désormais empêcher la tenue de toutes les audiences. Explication avec maître Bernard Pancrel. Avec ce sujet, il est signé de Yanis Péquignot. Aujourd'hui, nous avons décidé de venir devant chaque juridiction pour solliciter le renvoi de toutes les affaires et surtout empêcher que l'audience ne se tienne. Alors le mal-être, c'est qu'il y a, en ce qui concerne les aides juridictionnelles essentiellement et les affaires sous commission d'office, une rétribution qui n'est en réalité qu'un symbole, une rétribution symbolique que pourtant l'État se propose de réduire à encore une plus simple expression. Et c'est pour cela que nous ne pouvons pas l'accepter et c'est parce que ce gouvernement entend mettre en œuvre un tel projet que les avocats de France et de Navarre, y compris en Guadeloupe et dans les Outre-mer, sont mobilisés et seront mobilisés au moins pendant toute la semaine. Pour notre part, au barreau de Guadeloupe, nous avons décidé jusqu'à lundi midi de faire en sorte que nous soyons
devant chaque juridiction et empêcher que les audiences ne se tiennent jusqu'à lundi midi. Nous demandons au gouvernement de ne pas tout simplement changer la rétribution, le mode de calcul de la rétribution donnée aux avocats, faite aux avocats, et surtout nous demandons aussi de ne pas ponctionner ce qu'on appelle les fonds de CARPA de 15 millions d'euros comme le projet de la loi de finances le prévoit pour financer l'aide juridictionnelle. Autrement dit, on demande par exemple à un médecin de financer la sécurité sociale ou à un enseignant de financer l'éducation nationale. Et c'est pas possible, c'est vraiment pas possible de l'accepter puisque nous donnons sans compter déjà pour concourir à l'œuvre de service public que constitue l'aide d'État, l'aide juridictionnelle d'État. C'est pour cela que nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà, et puis justement sur ce point, sachez que l'on a appris ce matin que la garde des Sceaux, Christiane Taubira, avait annoncé qu'elle renonçait à ponctionner les produits financiers des avocats. Donc c'était un point de désaccord de la réforme. Et justement, on continue sur ce sujet. Vous, citoyens et justiciables, que pensez-vous de la justice? Est-elle juste selon vous? C'est le micro-trottoir du jour. Il est signé Yanis Péquignot. Toujours pour les riches, jamais pour les pauvres. Quand on voit des jeunes qui revendent de la drogue, comme ici, ça tue pour rien, pour une chaîne, pour un sac. La plupart du temps, ils ne les attrapent pas. Et quand ils les attrapent, ils sont ressortis au bout de quelques temps, quoi. Donc ouais, ça sert à rien, quoi. Puis les prisons, ils sont pleines, donc... Et il n'y aura jamais de justice sur cette terre. Et c'est pourquoi ma grand-mère, mes grands-parents disaient toujours, l'âge, il y a toujours innocent, il y a toujours les innocents. Dès qu'on connaît quelqu'un, on appelle l'autre est en dedans. C'est pas ça. Il faut descendre pour savoir qu'est-ce qui passe. S'il y avait des hommes étaient plus honnêtes que ça. Même au niveau de la justice, même on voit que ce sont des mafias aussi. Alors de là que tout peut pas aller comme on veut. Ah non, je ne crois pas. Ah non, c'est pas juste. Tant qu'elle reste indépendante, je pense qu'elle sera juste. S'il y a un parti politique qui se met à gérer la justice, on est perdu. Donc il faut qu'elle reste indépendante complètement. D'accord. Et est-ce que vous pensez que la justice est la même pour tout le monde? Des fois on peut se poser des questions. Parce que c'est vrai qu'on voit certains hommes politiques qui passent à côté de certains jugements, que le pauvre citoyen, lui, directement, il est touché et puis tout de suite incriminé et jugé assez rapidement, je trouve. Moi, je suis avocate, mais je pense que oui, elle est juste. C'est vrai? Elle peut l'être en tout cas. Elle doit l'être. Alors la justice, c'est Dieu seulement qui possède la justice, mais les hommes même ne pourront jamais avoir de justice. De toute façon, il n'y a pas de justice exacte. Parce qu'on peut dire liberté, égalité, fraternité. On a la liberté, on n'a pas d'égalité, on ne peut pas avoir de fraternité. Alors de là qu'il n'y a pas de justice qui est juste. C'est pas pareil pour tout le monde. Parce que chacun a sa manière de faire dans le monde, sur la terre, quoi. Donc on dit que bon voilà que la justice française n'est pas droit. La justice française n'est pas droit. Parce qu'ils habitent sur les gens que. Bon, enfin, il y en a des gens qui foutent de la merde aussi. Hein, donc, mais il y a pas mal de gens qui sont en prison que ce sont des innocents. Donc pour le moment, je vous dis que allez, merci à vous, merci à Canal 10, allez, bonne journée à vous. Et puis nous en parlions tout à l'heure, sachez que Georges Paul-Langevin arrive demain soir en Guadeloupe. La ministre des Outre-mer entamera sa visite officielle vendredi matin. Elle rendra tour à tour à Sainte-Rose-Lamentin avant d'inaugurer l'école de la deuxième chance au Moule. Le samedi, la ministre mettra le cap sur Marie-Galante. Le CREFOM remet le couvert. Patrick Caram, le président du Conseil représentatif pour l'égalité des Français d'Outre-mer, l'a annoncé. Le dîner, deuxième du nom, aura bien lieu en janvier 2015. Déjà, la première édition du dîner du CREFOM avait réuni des invités de marque, dont le président de la République, du Sénat, des ministres et de nombreux parlementaires. Un rendez-vous qui devrait permettre de poursuivre les discussions et la mise en place de la loi sur l'égalité réelle. On écoute Patrick Caram revenir sur ce point. Il est au micro de Maurice Cessé, notre correspondant à Paris.
Le deuxième dîner du CREFOM, comme le premier, est un événement politique majeur. Au premier dîner du CREFOM, le président de la République, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, de nombreux parlementaires, des ministres et de nombreuses personnalités étaient présentes. Et le président de la République, à notre demande, a accepté de mettre en chantier une loi sur l'égalité réelle économique. Nous l'avons interrogé sur l'obligation pour l'État de porter cette loi. Il nous a répondu oui. Eh bien, ce deuxième dîner du CREFOM va être l'occasion d'avancer sur le contenu de cette loi. Entre-temps, Victorin Lurel, en sa qualité de président d'honneur du CREFOM, a reçu une mission pour présenter au gouvernement une écriture de cette loi. Eh bien, au deuxième dîner, nous recevrons le Premier ministre. Nous aurons aussi la chance et le bonheur d'avoir avec nous Nicolas Sarkozy, d'avoir avec nous le président de l'Assemblée nationale, d'avoir avec nous son opposante Valérie Pécresse, d'avoir aussi et de compter sur le président, l'actuel président du Conseil régional Jean-Paul Huchol, et de très nombreux parlementaires métropolitains et ultramarins, de très nombreuses personnalités, de très grands chefs d'entreprise, aussi bien d'outre-mer que de l'Hexagone. Ce sera un moment politique extrêmement important, parce qu'avant 2016, avant les deux lois sur l'égalité réelle que nous demandons, ce dîner devra être l'occasion pour le Premier ministre de préciser la pensée du gouvernement et surtout de répondre à nos demandes. Nous avons un certain nombre de demandes précises sur l'égalité réelle économique, sur une première loi. Cette première loi, pour qu'elle soit réellement efficace, certes, elle doit prévoir une convergence de tous les indicateurs, et je rappelle quand même que nous sommes à peine à 57 ou 58% de la moyenne nationale en termes de PIB par habitant, c'est-à-dire de revenus par habitant. Nous voulons, au bout d'un plan, que nous soyons au même niveau, mais de la même façon sur les problématiques de santé publique, entre 23 et 35 ans de retard, sur des problématiques de chômage. Nous avons à 4 fois plus de chômage en Outre-mer par rapport à la moyenne nationale. La même chose en matière de taux de pauvreté. Nous demandons que l'État prenne ses responsabilités. Et pour ça, il y a des conditions. Et la première, c'est qu'il y ait une obligation de résultat. Voilà. Cet événement d'Annick. Ben voilà, on reçoit donc, comme on vous l'a dit, un conseiller communautaire, aussi conseiller municipal des Abîmes. Je vais parler de Rosan Rosuel. Bonjour. Bonjour. Alors je vous ai venu venir parce que les Abîmes, et particulièrement l'entourage, la périphérie des Abîmes, est en train de changer de visage. Et vous êtes l'un des artisans, puisque cette grande rénovation urbaine, la RUSAP, c'est comme ça qu'on appelle. Oui, elle devrait réellement impacter sur tout le paysage urbain des Abîmes. Pourtant, il y a des gens qui râlent déjà. Mais écoutez, je voudrais tout d'abord vous remercier de m'inviter à votre émission. En tout cas, c'est la première fois que je participe. J'espère que ce n'est pas la dernière fois. Pas la dernière fois. Non, vous savez que nous avons engagé un très très grand projet de rénovation urbaine depuis que nous sommes arrivés à la tête de cette municipalité en 2008. Nous avons signé la convention de la rénovation urbaine avec l'Agence nationale de la rénovation urbaine en juillet 2009. Et nous avons porté, puisque nous étions au départ sur une base de 380 millions d'euros sur les 6-8 prochaines années. Et nous avons su rassurer d'une part, bien sûr, les acteurs principaux de cette rénovation urbaine, à savoir l'État et les services de l'Europe, mais aussi la région et le département, bien sûr les bailleurs sociaux, SIG-CEMAG, SICORA. Et nous avons su aussi surtout rassurer, et j'allais dire, le gouvernement du moment, et bien sûr les gouvernements suivants, pour leur dire que nous voulions vraiment porter ce projet de rénovation urbaine. Et c'est ainsi que, avec des économies que nous avons pu réaliser sur les démolitions, nous avons pu porter ce projet à 500 millions d'euros. Et donc, ce projet de rénovation urbaine est l'un des plus importants de la France et des Navarres. Plus de 500 millions d'euros investis sur 3 quartiers en priorité. Sur combien d'années? Entre 6 et 8 ans. Oui, quand même. Tout d'abord sur le centre-bourg des Abîmes, avec la salle des fêtes que vous voyez à l'image, qui sera complètement refaite. Vous savez que cette salle des fêtes est restée pendant 10 ans après le cyclone Hugo sans qu'il y ait aucune action là-dessus. Et nous avons considéré qu'on ne pouvait pas
pour une ville comme la ville des Abîmes, une grande ville comme la ville des Abîmes, on ne pouvait pas avoir un centre-bourg, j'allais dire, aussi délabré, un centre-bourg aussi où il faisait que, j'allais dire, on pouvait que passer au centre-bourg et non pas s'arrêter. Et donc, nous sommes en train de reconstruire cette salle des fêtes qui sera livrée au cours du premier semestre 2016. Ensuite, à côté de la salle des fêtes, vous avez la Maison des jeunes de la culture, qui est l'une des seules maisons des jeunes de la culture de la Guadeloupe. Cette maison des jeunes qui a une histoire de 30-40 années et qui a produit non seulement des talents artistiques, mais qui a produit également beaucoup de jeunes footballeurs qui ont évolué en France métropolitaine, par exemple David Sommeil, et de musiciens, pour ne pas, par exemple David Sommeil, pour ne pas le citer, et bien d'autres. Michel Laurent, David Sommeil, comme footballeur, et beaucoup de sportifs, beaucoup d'artistes de grande renommée ont été formés dans cette MJC. Cette MJC également, elle est en construction, elle est en train d'être reconstruite au Centre-bourg des Abîmes. Et bien sûr, nous avons également décidé de reprendre également les réseaux, puisque vous savez bien que, imaginez qu'on puisse construire de très beaux bâtiments et qu'ensuite on puisse reprendre après les réseaux. Ça veut dire qu'on construit de nouveaux bâtiments et après on reprend les réseaux, donc il faut encore casser. Et donc nous avons pensé qu'il était mieux que tout cela soit lancé en même temps au bout des Abîmes. Et donc c'est ce qui explique un petit peu les... C'est ce qui explique aujourd'hui qu'il y a quelques ennuis, mais je veux dire, on peut difficilement faire les travaux sans qu'il y ait quelques ennuis ici et là. Et donc le centre-bourg est en chantier. Mais il suffit de laisser le centre-bourg pour arriver dans cette partie sud des Abîmes que sont le Rézé et Grand Camp. Vous verrez que là aussi, je veux dire, les chantiers sont très nombreux. C'est le centre culturel José Albon qui est en train d'être reconstruit complètement, qui sera livré d'ici la fin de l'année, janvier 2016 à peu près. Le boulevard Général de Gaulle, que nous avons repris également, que là aussi, c'était pas digne de ce quartier du Rézé, qui a produit tant d'artistes, qui a produit tant de talents également sur le plan sportif. Rézé a été pendant très longtemps ce creuset où tout le monde, dire, je pense, si je vous dis Fouaki Vincent, si je vous dis Frédéric Caracas, et j'en passe, je veux dire. Bouta qui est décédé. Et Bouta qui est décédé il n'y a pas très longtemps, qu'on a également honoré au niveau de la ville des Abîmes, puisque Bouta, le nom Bouta est porté sur le kiosque du Centre-bourg des Abîmes. Et donc tout ça pour vous dire que il fallait qu'il y ait, j'allais dire, ce grand chantier sur le territoire des Abîmes, mais en particulier sur Rézé et sur Grand Camp, puisque Rézé et Grand Camp sont des quartiers qui ont été trop délaissés par les politiques publiques depuis 30 ans, depuis 40 ans. Le Rézé est en train de mourir, il faut le dire. Et le Rézé est en train de mourir. Le Rézé a perdu le cinéma, aéroport, le Rézé a perdu l'ancien aéroport régional. Bref, et là, bien sûr, le Rézé est en train de mourir. Donc aujourd'hui, le Rézé renaît, comme Grand Camp va renaître d'ici quelques temps. Et donc, la ville des Abîmes est en chantier. Et donc, ce sont des millions d'euros que nous sommes en train d'investir sur le territoire. Et bien entendu, forcément, il y a toujours des ennuis. Il y aura quelques ennuis. Mais des ennuis aujourd'hui pour mieux vivre ensemble demain. Et c'est ce qu'il faut retenir. J'ai dit, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour demain. Et lorsque je dis demain, je parle des 6-7 prochains mois, puisqu'il y a des travaux qui vont être terminés d'ici la fin de l'année 2014 et d'autres qui vont être terminés au premier semestre 2016. Donc ça veut dire que durant 5 à 6 mois encore, nous aurons quelques ennuis, mais le gros du chantier, j'allais dire, sera déjà réalisé et donc nous allons pouvoir avoir une très belle image de la ville des Abîmes. Céline. Je reviens simplement sur, vous parliez d'économie concernant les destructions, hein, démolition de bâtiments. Ça a été un choix, une sorte de compromis. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'était pas plus simple parfois pardon l'expression, mais de tout raser pour refaire? Donc vous avez préféré aménager? Alors, il y a bien sûr tout dépend des quartiers. Par exemple, sur le Rézé, on ne démolit pas sur le Rézé, puisque le centre culturel du Rézé était déjà complètement abandonné, donc il fallait juste reconstruire. Par contre, si vous regardez Grand Camp, nous avons démoli les plaines de Grand Camp, les habitants étaient déjà relogés dans de très bonnes conditions, même si ici et là,
on a encore quelques soucis. Nous sommes en train de reloger les habitants des capitaines, et les capitaines, l'ensemble des capitaines, sera démoli. Oui. Puisque vous imaginez bien que comment on peut rénover les abîmes sans penser aux capitaines avec tous ces... Les capitaines, vous pouvez s'appeler capitaine, mouette, tout ça, ça va disparaître. Les noms... Alors, les noms, on ne sait pas, je veux dire, bon, on verra si les nouveaux bâtiments porteront les mêmes noms. Mais ce qui est fondamental, c'est qu'aujourd'hui, nous nous orientons vers des bâtiments beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup plus humains. 4, 5 étages, 6 étages, mais pas plus, pas des espèces de tours de 12, 15 étages où à un moment donné on ne s'y retrouve plus. Il faut qu'il y ait des logements beaucoup plus humains qui répondent davantage aux attentes de la population et non pas juste pour parquer les gens. Il faut créer des conditions de vie idéales. Il ne faut pas qu'il y ait que des logements où les gens viennent dormir, mais où les gens peuvent aussi, j'allais dire, regardez par exemple la résidence Les Alouets, eh bien vous allez trouver non seulement des logements d'habitation, mais vous allez trouver aussi une pharmacie, vous allez trouver un centre de thérapie, vous allez trouver un coin où on peut acheter les produits locaux. Bref, il y a une vie. Il y a une vie à la résidence Les Alouets. Et donc c'est cette vie-là que nous voulons bien sûr transporter sur Rézé, sur Grand Camp, mais en particulier sur Grand Camp, parce que c'est là que nous avons démoli, c'est là que nous avons déjà démoli les plaines, mais que nous allons continuer à démolir Résolu et les capitaines. Et justement, concernant le relogement au Myosotis, ça coinçait un peu, c'est les dossiers ont avancé, les gens y voient un peu plus clair. Vous savez, ça n'a jamais, pour nous, ça n'a pas coincé. Bon, vous savez bien qu'on est dans une période électorale où la pollution est de mise et le moindre souci ou la moindre misère est toujours exploitable par certains. Vous savez, moi je pense que... Voilà, pour le coup, c'était les habitants qui s'inquiétaient un petit peu de leur relogement. Lorsqu'on parle de rénovation urbaine, on parle de l'humain. Et lorsqu'on parle de l'humain, on ne peut pas venir sur un plateau télévisé et parler de ce que nous faisons réellement pour ces personnes. Ce sont des personnes qui doivent être déplacés, qui en partie sont déjà relogés, d'accord? Vous savez qu'aujourd'hui, on a lancé une enquête sociale sur l'ensemble de Myosotis. Myosotis, c'est 29 logements. Nous avons lancé une enquête sociale. Nous savons exactement qui souhaite quoi, et donc nous répondons progressivement à chaque cas. Chaque cas est un cas individuel. Nous ne pouvons pas traiter tout le monde de la même façon parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes ressources. Et vous savez que la situation familiale, voire la situation sociale, il y a 10 ans, 15 ans, ce n'est pas la même situation aujourd'hui. Une famille qui possédait par exemple 5 membres, aujourd'hui possède 2 membres, on ne peut pas réagir de la même façon. Une famille qui avait 35 ans et qui aujourd'hui a 55 ans ou 60 ans, ce n'est pas la même conception que nous devons avoir. Donc il y a un traitement individuel, les gens sont reçus de façon individuelle, et donc c'est pour cette raison que aujourd'hui, nous avançons vraiment sur ce dossier de Myosotis. Alors, vous avez donné de gros chiffres, peut-être 500 millions environ d'euros. Est-ce que ça va profiter aux entreprises guadeloupéennes? Parce que c'est la question aussi qui se pose. Quand on a des chantiers aussi importants, aussi immenses, les entrepreneurs guadeloupéens tendaient à dire souvent il y a pas monde d'autre côté, etc. C'est des marchés qui sont vendus à des sociétés extérieures de la Guadeloupe. Sur ce point-là, qu'est-ce qu'on peut dire? Vous savez, il y a des règles en matière d'appel d'offres sur le marché public. Et ces règles-là, on ne peut pas y déroger. Oui. Cela étant, lorsque nous avons lancé cette opération de rénovation urbaine, nous avons également profité de cette opération pour attirer l'attention de nos entreprises, voire même proposer à nos entreprises des formations en matière de marché public sur le montage des dossiers, pour leur dire qu'il y a là une possibilité, une opportunité pour que vous puissiez vous exprimer et voire même, j'allais dire, agrandir, faire en sorte que votre entreprise puisse prospérer. Et je peux vous dire, sans citer de nom bien sûr, que les entreprises guadeloupéennes travaillent parce qu'elles ont postulé, parce qu'elles avaient un meilleur dossier, pas parce qu'elles sont guadeloupéennes, mais parce qu'elles avaient un meilleur dossier et parce qu'elles ont été préparées. C'est la compétence qui a joué. Parce qu'elles ont été préparées pour postuler sur des marchés publics, puisque là, il s'agit de respecter la réglementation, puisqu'il y a des marchés qui doivent aussi, j'allais dire, être publiés au niveau de l'Europe et non pas simplement au niveau de la France. Oui.
Je ne parle même pas de la Guadeloupe, mais au niveau de la France. Oui. Alors, je reviens à vous personnellement, puisque vous avez été sportif. Qu'est-ce qui a été prévu dans cette rénovation pour les sportifs? Il a arrêté le sport. Oh si, enfin, il a été champion de 60 mètres, de 80 mètres, c'est ça? De 5 à 400 mètres. De 5 à 400 mètres à l'époque, c'était un champion, je l'ai connu. Je crois même avoir des photos, bref. Et donc, qu'est-ce qui a été prévu particulièrement pour les sportifs aux abîmes en dehors du stade Nabajot, bon, avec ses bons et ses mauvais côtés? Alors, tout d'abord, sur le plan sportif, nous avons, je pense que vous l'avez remarqué, nous avons réaménagé les abords du stade des Abîmes. Oui. Nous avons réaménagé les abords du stade des Abîmes. Aujourd'hui, c'est près de, on va dire, près de 600 places de parking que les visiteurs peuvent trouver aux abords du stade des Abîmes. Cela se fait dans le cadre de la rénovation urbaine également. Nous avons le centre sportif et culturel du Rézé. Ce n'est pas un centre simplement culturel, mais c'est un centre également sportif qui va accueillir des sports de combat. Par exemple, pour ne pas le citer, Budokan aura également une place au sein de ce centre sportif. Et en dehors de cela, ce qu'il faut qu'on regarde de près, c'est comment, j'allais dire, créer cette synergie avec les autres collectivités locales. Oui. Puisque la ville des Abîmes n'a pas vocation à rester isolée de la Guadeloupe, elle a vocation à être au cœur même de la Guadeloupe et donc être en partenariat avec le conseil départemental et le conseil régional. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, en tant que conseiller général chargé du sport, vous imaginez bien que je veille à ce que les Abîmes soient, j'allais dire, soient à la hauteur de ce que l'on attend d'une ville comme la ville des Abîmes. Et donc, en matière sportive, Alex Nabajot, qui est le conseiller régional chargé du sport, est également adjoint au maire de la ville des Abîmes. Et donc, vous imaginez bien qu'avec Alex Nabajot, nous travaillons en partenariat pour faire en sorte que la ville des Abîmes reste une terre de champions. Alors, je vais vous embêter, on va parler culture avec le Sonis, qui est bon et mauvais à la fois. Vous savez très bien, il fait très chaud dans cette salle. Quelquefois, la sonorisation n'est pas excellente. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Bon, on sait que le Centre des Arts sera peut-être un jour ouvert dans 2 ans. Et on attend toujours la grande salle qu'il faudrait pour cette région. Est-ce qu'elle sera à Bimao, comme Charles le disait il y a quelque temps, ou est-ce qu'elle sera aux Abîmes? Il y a un projet de médiathèque. Sur le plan culturel, quelle est la vision? Je pense que là aussi, il faut regarder les choses, non pas simplement sous l'angle, j'allais dire, de la ville des Abîmes simplement, mais voir même plus loin sous l'angle de la communauté d'agglomération. Qu'est-ce que nous avons prévu au niveau de la communauté d'agglomération? Tout d'abord, vous n'êtes pas sans savoir que le Centre des Arts et de la Culture... Il est passé à Cap Excellence. Est passé dans les compétences de Cap Excellence, ainsi que le centre de Sonis. Tout à fait. Ainsi que le centre de Sonis. Ces deux équipements culturels travaillent de concert. Le centre culturel, le centre des arts est actuellement en train d'être reconstruit. Et on a lancé les opérations il y a environ 2 semaines en matière de travaux. Donc les travaux ont débuté. C'est près de 18 millions d'euros que nous allons investir sur le centre des arts au niveau de Cap Excellence. Ensuite, concernant le Sonis, je suis tout à fait d'accord avec vous que par rapport aux contraintes que vous avez évoquées, mais ces contraintes sont en train d'être levées puisque nous avons déjà alloué une aide assez importante à Sonis pour que Sonis puisse, j'allais dire, franchir les obstacles que vous avez mentionnés, à savoir au niveau de la climatisation. Mais je peux vous dire aussi, c'est au niveau des fauteuils, c'est au niveau de tout ça. Donc alors Sonis n'a pas vocation à être la grande salle, la grande médiathèque. La grande médiathèque, ça serait davantage la vocation du Centre des Arts. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous aurons au Centre Beau des Abîmes cette médiathèque, ce complexe culturel qui sera appelé Félix Proto, parce que nous avons considéré qu'un homme comme Félix Proto, je veux dire, vous savez bien que c'était un homme de culture. Un bâtisseur. C'était un bâtisseur, un homme de culture, donc il fallait que la ville des Abîmes honore ce grand homme, j'allais dire ce constructeur
de la Guadeloupe. Et donc nous sommes dans le sillage de ce qu'a fait Félix Proto en matière culturelle. On prend une pause publicitaire et puis on vous retrouve tout à l'heure pour la fin de l'entretien. Merci. Dès 13h08 et la suite de l'entretien avec M. Rosan-Rosuel, conseiller municipal, conseiller communautaire, mais aussi, on va dire, l'une des chevilles ouvrières de cette rénovation urbaine des Abîmes, mais c'est important de parler avec eux. Alors, je veux savoir un peu comment on va redynamiser un quartier comme l'Orisé, qui, on a dit qu'il était en train de mourir parce que les gens partaient, il y avait un peu d'insécurité, c'est un quartier qui était à l'abandon, je ne parle même pas des conditions de vie qui étaient quelquefois déplorables, puisque le seuil, le carbé, qu'est-ce qu'ils vont devenir ces bâtiments? Eh bien, écoutez, la dynamisation du Rézé, elle est déjà en cours. En cours, pourquoi? Parce que si vous avez cité les carbés, mais si nous prenons les carbés, c'est près de 300 logements qui ont été rénovés à l'intérieur avec la SIC, que nous avons déjà rénové au niveau des carbés. Il y aura un écoquartier au niveau des quartiers, au niveau de la résidence, les quartiers. Oui. Il y aura un écoquartier avec la SIG. Nous sommes en train également de rénover les S1, les S2, les S3. Donc là, c'est en matière de rénovation intérieure de chaque appartement au niveau de la SIG. Vous voulez dire que c'est individualisé? Oui, tout à fait. Tout à fait. Ensuite, nous allons ouvrir le Rézé. Oui. Ouvrir le Rézé, ça veut dire quoi? Aujourd'hui, le Rézé, c'est un quartier centré sur lui-même. Oui. Si vous prenez par exemple le boulevard, boulevard de Magalante, oui. Boulevard de Magalante, nous allons faire en sorte qu'il y ait le prolongement de ce boulevard pour aller directement sur la RN5. Ah. Et donc nous allons ouvrir le Rézé, ouais. Puisque le quartier doit être ouvert. Parce que la sortie, c'est pas évident. Voilà, hein. il faut que le Rézé soit désenclavé, ouais. Comme on l'a fait par exemple pour le quartier de l'assainissement. On rentre et on peut sortir. Ouais. Aujourd'hui, on passe au Rézé, mais on pourra rentrer et sortir au Rézé, parce que le quartier sera ouvert. Et donc vous avez des passages comme ça qui seront ouverts sur la RN5, et donc on va pouvoir sortir du Rézé et tomber directement sur la RN5. Ensuite, vous avez tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est dans l'intérêt des commerces du Rézé. Certes, forcément, il y a quelques désagréments causés par les travaux, mais c'est près d'une vingtaine de commerces de proximité. Nous sommes en train de créer des locaux commerciaux pour ces commerçants qui seront logés dans de très bonnes conditions. Vous parlez des vendeurs de fruits et de bouquets, je parle de tous ces commerçants qui étaient installés sur le boulevard Général de Gaulle, boulevard de Magalante, qu'on appelle boulevard des frites. Oui. Donc tous ces commerces sont réinstallés sur le boulevard de la Rénovation. Oui. En face, nous avons des logements qui sont construits par la CEMAC avec la ville des Abîmes. Et donc, voilà, vous savez, c'est cette dynamique qui est engagée au niveau du Rézé, comme au niveau de Grand Camp. Nous avons décidé avec les bailleurs qu'en dessous des bâtiments, j'allais dire au rez-de-chaussée, qu'il y aura des commerces de proximité. Donc là aussi, il faut que, par exemple, des services publics comme la Poste, comme d'autres services, viennent, s'installent. Nous sommes en contact avec eux, viennent s'installer pour redonner vie au Rézé. Et bien sûr, je rappelle que le centre culturel du Rézé et sportif sera livré d'ici quelques mois. Et donc, tout cela va concourir. Ce sera la ville du Rézé, alors. Vous savez que le Rézé a été tellement délaissé qu'aujourd'hui, il faut qu'il soit au cœur de la ville des Abîmes ainsi que Grand Camp. Et donc, ça ne sera pas trop fait pour un quartier qui a été trop délaissé. Donc, le Rézé va renaître de ses cendres et au Rézé, il fera bon vivre d'ici quelques temps. Et justement, ces commerçants dont vous parliez, c'est pas difficile pour certains de les faire revenir. Vous parliez de services comme la Poste. Est-ce que c'est dur d'aller les chercher, Vous savez, non, pas du tout. Ce n'est pas dur d'aller les chercher puisque ils sont déjà en contact avec nous. Ils sont déjà venus nous voir. Je peux vous dire que j'ai rencontré la direction de la Poste il y a quelques semaines de cela. Et la Poste est très intéressée pour s'installer. Pour s'installer au Rézé, en tout cas pour être davantage
présente au Rézé, parce qu'on sait bien que l'avenir passera par ce quartier-là et ainsi que le quartier de Grand Camp. Alors, on ne va pas parler que de béton avec vous, M. Rosuel, puisque vous êtes quand même un politique. Nous sommes dans une période électorale chaude, il faut le dire. Comment vous, bien que je sache déjà votre camp, vous analysez un petit peu la situation de la Guadeloupe aujourd'hui? Alors, je vous dis ça pourquoi? Parce que ce week-end, j'ai assisté à 2 meetings. Samedi, c'était le meeting des abîmes au hall des sports, oui, de la frappe, et l'investiture, on peut dire officielle des abîmes pour Toto 1 ou Toto 2, comme on veut. Et le lendemain, c'était Éco Abîme de M. Servat, qui investissait lui de son côté, M. Chalus. On a le sentiment quand même que c'est un choc frontal. Et les abîmes vont ressortir bien de ce déchirement, de ce chigrage, j'ai envie de dire. Parce que... Vous savez que les abîmes ont toujours connu des périodes, j'allais dire, vous avez parlé de périodes chaudes, ont toujours connu ce type de période aux abîmes, mais à chaque fois nous avons su relever la tête et su nous rassembler au lendemain des élections. Les élections, ce n'est qu'un moment dans la vie des abîmes. Mais vous savez qu'à un moment donné, il faut se poser la question en regardant la situation de façon précise. Aujourd'hui, la Guadeloupe, je pense, a su résister à la crise économique internationale. La Guadeloupe a su résister à ce choc qu'on aurait pu attendre. Imaginez, regardez, en France, avec 10-11% du taux de chômage, la France est tous les jours... bloqué. Ce n'est pas le cas de la Guadeloupe, parce que nous avons su résister en faisant en sorte que des instances comme les associations, comme d'autres instances, puissent prendre le relais à chaque fois qu'il y avait quelques failles. Je pense très sincèrement que nous avons besoin d'une Guadeloupe apaisée. Nous avons besoin d'une Guadeloupe où il faut que l'ordre soit rétabli. Aujourd'hui, je pense, et ce n'est pas un parti pris, mais je pense que c'est la lecture d'une réalité. Madame Borel-Incertain, présidente du conseil départemental, ainsi que Victorien Lurel, président du conseil régional, travaillent ensemble. Si nous cassons ce rythme, si nous cassons cette cohésion que nous avons tant recherchée avec le président Gillot, si nous cassons cet ordre que nous avons installé depuis le mois de mars avec Mme Borel-Incertain et Victorien Lurel, nous allons repartir dans l'affrontement. Imaginez un seul instant, Chalus, président de la région Guadeloupe. Qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, il va se mettre à affronter Mme Borel-Incertain. Vous croyez? Qui va gagner dans cela? Il dit qu'il est l'homme de consensus. Non, mais qui est-ce qui va gagner dans cela? Oui. Personne ne gagnera dans cela. Et c'est la Guadeloupe qui va payer les conséquences. Et donc, je pense que, compte tenu de la situation difficile dans laquelle la Guadeloupe se trouve, il faut qu'il y ait de l'apaisement, il faut qu'il y ait de la cohérence dans les politiques publiques, il faut qu'il y ait de la cohésion. Aujourd'hui, cette cohésion-là, nous l'avons retrouvée. Faisons l'expérience durant les 5-6 prochaines années. Si ça ne marche pas, nous allons renvoyer Mme Borel et M. Victorien Lurel. Mais faisons l'expérience. Et c'est pour cette raison que je pense que Victorien Lurel est l'homme du moment. C'est l'homme du moment. C'est, avec Mme Borel, ils peuvent vraiment créer un vrai tandem pour faire travailler, pour faire en sorte que la Guadeloupe aille de l'avant. C'est la dernière question, c'est une question de prospective. Ça veut dire que dans 5 ans, Frédéric Jalton ira à la région? Vous savez, je ne vois pas... alors bien sûr, la question n'est pas d'actualité, mais je ne vois pas en quoi, qu'est-ce qui empêcherait à Éric Jalton de prétendre... diriger la région demain. Oui. Je veux dire, pour moi, c'est une ambition tout à fait légitime que ça les se prépare abîmes... déjà, en fait, ça se prépare déjà. Non, pas du tout, ça ne se prépare pas, ça ne se discute pas non plus. Mais je veux dire, si demain, Éric Jalton décidait d'aller à la région, je ne serais pas surpris parce que les abîmes ont vocation quand même à gérer demain la Guadeloupe. Pourquoi Bémaro le serait et pas les abîmes ou pas une autre commune? Je veux dire, on est quand même, Éric Jalton est quand même maire d'une commune de 60 000 habitants. Nous avons près de 40 000 votants aux abîmes, c'est quand même pas rien. Et ça pèse lourd dans une Nous élection. représentons la moitié de la communauté d'agglomération, plus de la moitié de la communauté d'agglomération aujourd'hui.
Nous avons en gestion cette communauté d'agglomération de 115 000 habitants. Écoutez, si on n'a pas vocation à diriger la Guadeloupe, je me demande quelle vocation qu'on peut avoir. Ce sera votre dernier mot. Merci, Monsieur Rosuel, d'être venu parler de rénovation et puis de terminer sur une note politique. On continue le journal et cette fois, c'est Céline qui déroule. Élus, agents et usagers en séminaire à Lamentin ce matin, un rendez-vous organisé par la communauté d'agglomération Nord-Basse-Terre. Nicolas Hachi et Alain Hannibal étaient sur place pour Canal 10. On regarde leurs images. Okay. Nous avons voulu que les trois axes se rencontrent aujourd'hui. L'axe politique, l'axe administratif et puis le besoin et l'intérêt de l'usager. Notre objectif, c'est quoi? C'est que dorénavant, que l'usager soit mis au cœur des actions que nous menons à la CNBT et particulièrement les actions au quotidien même menées par le personnel de la CNBT. Et cette relation qu'on est en train de créer de manière transversale à travers ce séminaire pour l'expression des besoins de l'usager, les contraintes légales et obligatoires dans lesquelles se trouve l'administratif et la volonté politique de l'élu d'accomplir, de réaliser un mandat, eh bien qu'on puisse discuter autour de cela de manière transversale et trouver les bonnes articulations pour répondre aux besoins de l'usager. C'est ça l'objectif de ce séminaire-là. Et puis faire en sorte que des équipes puissent échanger en dehors de leur spécialité. Donc, quelqu'un qui est sur la transition énergétique échange avec un autre qui est sur l'environnement, échange avec un autre qui est sur le transport, et ainsi, on arrive à avoir d'autres avis que l'avis uniquement des techniciens. Et comme ça, on fait un brainstorming sur l'organisation, sur les besoins et sur le fonctionnement, de façon à toujours chercher l'objectif principal, satisfaire les besoins de l'usager. C'est un tout le temps. Like a Rolling Stone. Voilà, c'est parti. Je disais Like a Rolling Stone, mais c'est Like a Boss, sur le nom de l'association que dirige Vanessa Ronel. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes venu ici parce que vous avez lancé une vaste opération. C'est pas tellement fréquent en Guadeloupe, le crowdfunding. Céline va rectifier la prononciation. Crowdfunding, vous y étiez oui, pas voilà, presque. Moi aussi, j'ai du mal à le dire. Like a Rolling Stone. Oui, quelquefois, oui, d'accord. Alors, d'abord, Like a Boss, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une association, donc loi 1901, qui a pour vocation de promouvoir en fait l'entrepreneuriat chez les jeunes. L'objectif, c'est de justement mettre en lumière les entreprises qui sont dirigées par des jeunes et également aussi les startups. L'objectif final, c'est vraiment de donner une image positive de notre jeunesse, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Et cela, ça passe, nous, notre champ d'action, ça serait vraiment par la production de contenu. Alors justement, Vanessa, votre parcours un petit peu pour ceux qui vous connaissent un petit peu Mon moins. parcours, alors en fait... Vous êtes vous-même entrepreneur? Donc oui, je suis moi-même nouvelle entrepreneur. J'ai un master en management du luxe et de la mode, j'ai un BTS en gestion d'entreprise. J'ai 7 ans d'expérience sur du marketing et de la communication digitale. J'ai lancé nouvellement donc, mon entreprise qui sera un site en fait, de vente en ligne et qui sera couplé avec une autre solution très innovante. Et donc effectivement, je suis aussi également dans cette problématique de lancer son entreprise quand on est jeune, pas forcément avec les fonds propres qui vont avec. Donc c'est une problématique qui me touche de très près. Le combat des financements. Exactement. Oui, justement, c'est bien la raison pour laquelle vous êtes là. Comment vous avez lancé cet appel de fonds? Concrètement. Alors en fait, donc le crowdfunding, vous avez plusieurs possibilités. Vous avez la possibilité donc par don. Vous avez la possibilité aussi où c'est carrément des investisseurs qui rentrent au capital de l'entreprise. Et vous avez une dernière possibilité ou sinon avec contrepartie. En fait, voilà. Et vous avez aussi tout ce qu'on appelle des prêts solidaires. C'est-à-dire que, enfin, solidaires ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des organismes qui font du prêt en ligne et c'est avec un taux d'intérêt. Donc nous, on a voulu lancer cette campagne de crowdfunding parce que on a essayé un peu les financements classiques pour essayer de financer donc cette mission de prospection à Cuba lors de la Foire internationale de la Havane. On n'a pas trouvé de solution justement pour financer les frais de transport, d'hébergement et de communication. Donc là, on est sur une somme de 5 000 €. Si on c'est rien, ça, c'est une paille. Oui. Je croyais qu'on était dans des chiffres à 7 chiffres. Non, on est sur 5 000 € et c'est vraiment avec une prise en compte vraiment des fluctuations du prix du billet, surtout. Parce
que c'est surtout ça, plus vous prenez votre billet en dernière minute et plus ça grimpe. Vous êtes combien à partir? On est 2, donc je suis avec Karine Duménil qui a French Caribbean. Karine Duménil, vous avez Karine Duménil, oui. Karine Duménil, ça vous dit rien, sur ce plateau, bien sûr. Il me semble que ça me dit quelque chose. Karine Duménil. Ah, Karine Duménil, c'est le mardi, oui, bien sûr. Oui, qui est là le mardi et qui a donc la société French Caribbean Taxi. D'accord. L'objectif, en fait, c'est que donc on sait que les relations se réchauffent beaucoup entre Cuba et la France et les États-Unis. Surtout avec les États-Unis. Surtout avec les États-Unis, on espère que l'embargo va bientôt être levé dans. Oh, il est en train de l'être progressivement. Oui. Progressivement, et donc c'est vrai qu'effectivement cette année, il y aura une vraie présence d'entreprises françaises. Et donc nous souhaitons aussi pouvoir représenter la Guadeloupe à travers. Qu'est-ce que vous allez représenter là-bas alors l'objectif vraiment de l'association, c'est déjà vraiment d'identifier des pistes de développement, parce qu'il faut savoir qu'en fait à cette manifestation, vous n'avez pas seulement des Cubains. C'est vraiment en fait le monde qui vient à Cuba, parce qu'à la base ça a été lancé parce que Cuba était sous l'embargo et c'était donc pouvoir proposer à des entreprises étrangères qui puissent proposer leurs services à Cuba. Oui. Donc là aujourd'hui vous avez beaucoup d'investisseurs, qui soient panaméens, costaricains, etc. L'objectif c'est pouvoir identifier des pistes de développement aussi bien pour nos entreprises et aussi bien pour des entreprises ici présentes. De voir exactement qu'est-ce que ça donne, parce que jusqu'à aujourd'hui on n'a pas de retour de savoir. On sait que c'est un des plus gros business events de la Caraïbe, mais on n'a pas de retour. Miami quand même. Bien entendu. Oui. Mais Cuba, c'est 10-11 millions d'habitants. 11 millions. Et surtout, il y a de nombreux pays qui sont présents aussi, des investisseurs potentiels. Donc nous, c'est aussi ça qui nous intéresse, parce qu'on aimerait pouvoir prendre assez d'informations et aussi pouvoir valoriser le fait qu'en Guadeloupe, il y a des entreprises qui sont innovantes et qui peuvent proposer donc leurs produits ou services à des entreprises caribéennes ou des investisseurs. Non, j'imagine que c'est aussi l'occasion de nouer des partenariats sur place. Absolument. Ça se passe souvent comme ça. Oui, c'est souvent comme ça. Donc nous, aujourd'hui, on a la chance d'avoir le soutien de la société STCI Développement, qui organise donc une mission de prospection chaque année à la Foire internationale de la Havane, et donc pouvoir être présent en tant qu'exposant. Donc c'est aussi ça qui est très intéressant. Vous avez pris la tâche de la région et de sa plateforme commerciale d'e-commerce. La plateforme d'e-commerce de la région qui investit. Il y a une plateforme, vous le savez? Non, e-commerce, e-commerce région Guadeloupe. On peut acheter quoi sur la plateforme de la e-commerce? Ils ont lancé une plateforme hier encore, enfin, il y a 2 jours. C'est un portail, un site internet, mais c'est pas du e-commerce. Parce que du e-commerce, c'est de l'achat en ligne. On peut encore rien acheter sans site de la région. Et vous avez pris contact avec eux? Moi, j'ai pris contact avec un autre organisme qui peut soutenir les entreprises. Guadeloupe Expansion, pour l'instant, j'ai pas de retour. Donc, pas de retour. Voilà. Donc vous aurez un billet d'aller simplement là. C'est-à-dire que l'objectif aussi de cette campagne crowdfunding, c'est justement de pouvoir choisir un autre chemin que les financements classiques. De faire appel à notre réseau et à des personnes qui sont aussi présentes, enfin à des Guadeloupéens qui pensent que c'est une bonne initiative. Alors les gens qui vous regardent en ce moment, vous leur dites quoi exactement? Ce que je peux leur dire aujourd'hui, c'est qu'il est important. Cet événement est vraiment très important. Oui. Cuba, c'est un marché qu'il ne faut pas négliger. La Caraïbe, c'est un marché qui est en pleine expansion et qu'il est très important qu'il y ait au moins quelques entreprises guadeloupéennes qui puissent être présentes. Oui. Nous, on s'engage vraiment derrière à faire un reportage vidéo, photo, et vraiment à faire un compte-rendu de toutes les pistes, de toutes les informations, de toutes les entreprises partenaires qu'on aurait rencontrées là-bas, justement, pour ensuite pouvoir diffuser l'information. L'objectif, ce n'est pas de faire de la rétention d'informations, bien au contraire. C'est pouvoir vraiment être force de diffusion après, derrière, sur cette expérience. Ici après, oui, c'est sûr que pour débriefer un peu. Absolument. Avec vos images. Oui, exactement. Alors, on a déjà prévu nos GoPro, etc. Première chose que vous dites aux gens, bon, c'est important. Deuxième chose, vous leur demandez quoi? Aujourd'hui, c'est de faire un don. Parce qu'en fait, on a lancé cette campagne de crowdfunding qui est sur le site litchi.com. Oui. Et en fait, les personnes peuvent tout simplement faire un don avec le montant de leur choix sur notre campagne de crowdfunding. Donc, qui aujourd'hui, je crois, est à 270 €. Il faut attendre 5 000 €. Atteindre 5 000 €. Vous êtes parti quand, là? Et la campagne se termine dans 10 jours maximum. D'accord. On part début novembre. Alors, donc on est un peu dans l'urgence. Oui, il faut absolument se dépêcher. Le site un peu. Donc en fait, le site c'est litchi.com. La session c'est Likeboss. Ça s'écrit comment? Litchi, alors L2ETCHI.com. D'accord, comme le fruit. Exactement. Oui. Litchi.com et justement association Likeboss, et vous trouverez du coup notre campagne qui est en cours. Donc voilà, c'est vraiment
chaque don, chaque partage sur les réseaux sociaux est important. Chaque euro est important et peut faire la différence. Donc c'est surtout ça qu'il faut vraiment enregistrer, que c'est une bonne action qu'on peut faire, participer aussi au rayonnement de la Guadeloupe. C'est une bonne action, c'est une BA. C'est une BA. Non, sincèrement, je pense que c'est une BA. Parce que concrètement, c'est pas une campagne de crowdfunding avec contrepartie. Il n'y aura pas de retour sur investissement. Exactement. On n'offre pas un mug, un sac à main. Non, c'est pas ce qu'on offre. Après, effectivement, nous, on a déjà prévu d'avoir nos GoPro, de filmer tout ce qu'on voit, tout ce qu'on peut avoir comme expérience là-bas. Et de faire justement un retour là-dessus. Parce que aussi, Cuba, c'est un pays qu'on connaît pas beaucoup. Et pourtant, je pense qu'on gagnerait à connaître. Moi, la première. Oui. Là, moi, j'ai pris énormément d'informations. Espagnol. C'est là que ça bloque. Moi, je suis très anglais, moi. Donc, okay. Heureusement, notre accompagnatrice, elle est espagnole, donc ça va aller. Karine doit parler espagnol, j'imagine. Oui, je pense que Karine parle espagnol. Et puis, de toute façon, notre accompagnatrice parle espagnol. Ça, c'est une question qu'on va poser demain. Est-ce que vous regrettez qu'il n'y ait quand même pas un voyage digne de ce nom, avec un voyage d'affaires avec tous ces entrepreneurs guadeloupéens à Cuba, c'est dans la Caraïbe, c'est à côté, c'est un marché de proximité pour nous et naturel. Absolument. Je pense qu'il faut qu'on soit plus proactif. Même nous, en tant que chef d'entreprise, c'est vrai qu'on est tout le temps au four au moulin quand on est chef d'entreprise, mais il faut vraiment qu'on y pense de nous-mêmes à monter justement ce type d'initiative pour essayer de connaître un peu nos voisins qui sont aussi des marchés attractifs. Tout à fait. Et pas seulement penser à Métropole, Amérique du Nord. Non, la Caraïbe, c'est vraiment un marché, j'y crois beaucoup. Naturel, de proximité. Ouais, exactement. Et on devrait aussi être la porte vers la Caraïbe. D'accord. Alors, on va alors dire aux gens, allez sur litchi.com. Litchi.com. Mettez un peu de fric, là. Voilà, mais oui, c'est ça, c'est ce qu'elles veulent. Aider ces deux jeunes à pouvoir partir là-bas à Cuba et investir un petit peu le marché cubain et latino-américain et caribéen. Voilà. Absolument. Alors, on vous attend après, c'est du 2 au 10, c'est ça? Du 2 au 7 novembre. Du 2 au 7 novembre. Donc le 10, on sera chez vous pour parler. Le lendemain, on vous attend avec vos images. Exactement, si on arrive à avoir les fonds, bien entendu. Vous aurez les fonds. Oui. Sinon vous n'aurez pas invité aux ZCL, mais non, vous aurez les fonds. Aujourd'hui, on a beaucoup de promesses de dons. Je n'ai entendu personne me dire non. Enfin, en même temps, on ne dirait pas non de frontal, mais la plupart des personnes à qui j'en parle... Vous êtes déjà à combien en promesses? Vous êtes à combien? J'ai pas compté les promesses. Parce que pour moi, une promesse, ça reste une promesse. Ne vaut mieux pas. Enfin, faut pas la quantifier. Je vais ça voilà. Faut pas la quantifier, mais en général, les personnes sont plutôt pour. Oui. Donc, j'espère que les promesses de dons vont être. Au nom de Karine, on vous dit merci, Vanessa, d'être venue. Et puis, merci à vous, en tout cas, de nous avoir reçus, parce que vous êtes le premier média qui nous reçoit là-dessus. Donc, c'est très important pour nous. Merci beaucoup. Bon voyage. Bonne chance pour la campagne de crowdfunding. Et on prend notre page de pub tout de suite en chassant Vanessa du plateau. Gentiment, bien sûr. Ok, voilà, c'est parti pour la dernière partie de ce ZCL avec... Rolling Stone? Non, pas cette fois-ci. Like Thierry Alette qui va sortir cet ouvrage, c'est un ouvrage d'art. Qui n'est pas encore totalement disponible. Bonjour Thierry Alette. Bonjour, ça va? Alors on vous connaît, mais sans vous connaître, puisque vous êtes plasticien, souvent entre New York, Paris et Pointe-à-Pitre. Vous êtes plus Paris, plus New York ou plus Pointe-à-Pitre en ce moment? Plus Guadeloupe en ce moment. Plus Guadeloupe en ce moment. Ouais. Alors il est aussi le créateur du Pool Fair Art qui se fait chaque année en Guadeloupe et dans la prochaine édition, c'est en juin. En juin. Alors qu'est-ce qui va se passer en juin? Une petite avant-première comme ça? On n'a pas tout le programme, mais en tout cas, on a invité Banksy. C'est un artiste internationalement connu, mais en même temps absolument inconnu. Et donc, ça, c'est la partie intéressante du salon. Donc, il a invité, mais il n'a pas dit oui pour l'instant, c'est ça? Il n'a pas dit non. Et ça, c'est la partie intéressante du salon. Et puis, l'autre partie, c'est qu'en fait, on continue à montrer le salon au terminal de croisière. Le port a renouvelé sa confiance pour les 3 prochaines années, ce qui est très intéressant pour nous parce que c'est toujours un challenge en Guadeloupe d'avoir de grandes expositions, de grandes manifestations qui puissent être pérennes en fait. Et là, on a fait notre 6e édition de façon consécutive cette année. Et donc, on va rentrer dans la 7e en sachant qu'on a déjà des plans sur les 3 prochaines années. Donc, c'est très intéressant pour nous. C'est important pour le développement de la Guadeloupe
à plusieurs niveaux. Déjà, au niveau par exemple les sponsors, les institutions, les artistes, les collectionneurs, le public, c'est qu'ils peuvent compter sur cet événement annuel. C'est important parce que, vous voyez, un artiste de Guadeloupe, par exemple, s'il demande une salle d'exposition à la médiathèque ou ailleurs, c'est pas chaque année qu'on va lui offrir une salle avec les moyens de faire une exposition. Alors que le salon, c'est un rendez-vous annuel. Il peut préparer chaque année son exposition dans le cadre du salon. C'est quand même 3000 visiteurs. Et on va continuer à grandir. Et puis aussi, quand le salon arrive, c'est l'occasion pour l'artiste de se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait cette année, quoi. Et les collectionneurs et le public viennent aussi rencontrer Jean-Marc Hunt, Charles Choulem, François Piquet, et ils vont leur demander, mais qu'est-ce que tu as fait cette année? Donc c'est un rendez-vous intéressant pour tout le monde, à tous les niveaux. Mais pour les artistes, les plasticiens guadeloupéens, comment vous faites le choix? Parce que tout le monde n'est pas à bord, si je peux parler comme ça. Oui, moi l'autre jour, un de vos collègues m'a demandé si c'était quoi mon secret. Et donc, en fait, mon secret, c'est de travailler avec ceux qui veulent, en fait. Et ça marche très bien. Et donc, on travaille avec les artistes qui veulent travailler et aussi en fonction de nos disponibilités et de nos moyens. Donc voilà, mais le salon se passe très bien, avec beaucoup de succès. Le salon amène aussi le succès à beaucoup d'artistes. Je pense notamment à l'artiste la plus visible en ce moment, c'est Kelly Sinapamari, qui a exposé avec nous. La première année, on était encore à l'hôtel Fleur d'Épée. Et donc, elle est venue, elle a exposé, elle a payé. Les stands sont payants, elle a payé. Elle a eu un succès tellement important que nous, on lui a offert une exposition personnelle à la Galerie de Basse-Terre. Après, on l'a invitée en Martinique. Enfin, la DRAC Martinique l'a invitée à exposer à Poulard de Fer Martinique. Ça, c'était cette année. Et il y a 2 ans, 1 an, on l'a invitée à exposer à New York. Et depuis, elle expose à Miami, à New York, etc. Donc ça, c'est un exemple, par exemple, c'est un success story, mais ça fait d'elle aujourd'hui l'artiste qui a exposé dans les musées les plus prestigieux du monde, de tous les artistes de Guadeloupe, y compris Michel Rovellas ou d'autres artistes que l'on pense être plus importants. Même ceux qui sont à la Saint-Domingue, que vous connaissez bien, non pas... Saint-Domingue, c'est intéressant, mais Saint-Domingue, je peux dire de cette façon un peu pompeuse, mais Saint-Domingue, disons, si vous voulez, dans le monde de l'art, on dit qu'on parle des villes qui sont sur le chemin. D'accord. Mais Saint-Domingue n'est pas sur le chemin. J'ai bien compris, Thierry. On va pas insister. Question de Céline. Justement, si vous ne donnez pas votre secret, c'était quand même un vrai défi, ce Poulard de Fer. Quels sont vos arguments quand vous allez justement voir des artistes pour les convaincre de venir et puis le lieu, tout ça, c'était pas évident, quoi. Bon, alors c'est quoi votre secret? Mon secret, je le dis, c'est-à-dire qu'on travaille avec les gens qui veulent travailler et on essaie de pas trop... bon, on est obligé de répondre à tout le monde, mais on essaie de pas trop... perdre de temps avec ceux dont l'intérêt c'est de ralentir ou parce qu'il y a aussi des intérêts du statu quo, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont en place, il y a des mouvements ou des situations qui profitent en fait à des individus qui sont en place. Donc souvent le changement n'est pas toujours accueilli à bras ouverts. Donc nous en fait on travaille avec ceux qui veulent changer, qui veulent travailler et on a travaillé comme ça. Donc et pour les artistes c'est une vitrine, il faut les artistes aussi l'événement, non, pour les faire venir, Naturellement. L'argument principal, c'est-à-dire que c'est ce qui nous sert et nous dessert aussi quelquefois, c'est-à-dire qu'en fait, on pense que parce que le salon est une opération commerciale, qu'elle ne peut pas être culturelle, qu'elle ne peut pas être artistique ou que forcément qu'on peut y mettre un certain doute. C'est marrant, je voyais sur une chaîne concurrente tout à l'heure Kamel Menour, qui est un marchand, qui était interviewé à la FIAC, qui a ouvert aujourd'hui à Paris. Ben, la FIAC, un stand à la FIAC, c'est 30 000, 40 000 euros. Pourtant, personne ne met en doute l'importance culturelle de la FIAC. Le ministère de la Culture est partie prenante, et puis bien d'autres entreprises. Donc, en fait, c'est un petit peu ça de notre côté. Donc, nous, ce qu'on veut... Parce que, en fait, moi, je dirige Frères Indépendants. C'est une association dont le but est de développer l'art contemporain en Guadeloupe. Donc, un des outils, c'est le salon. On en a d'autres. Donc, l'argument, enfin, la place du salon
et de développer l'activité commerciale autour de l'art contemporain. Donc on essaye de faire en sorte que ce message soit clair, qu'on invite les gens à venir voir les œuvres d'art, à rencontrer les artistes, mais on les invite aussi à faire l'acquisition d'œuvres d'art. En fait, il a réussi à faire de poule faire une poule à faire. Voilà, c'est la poule à faire. Mais pour répondre complètement, et ça marche bien pour les artistes qui se préparent. Par exemple, une de nos artistes, Marie-Aimée, qui est une artiste guadeloupéenne qui vit à Paris ces dernières années, mais qui a commencé ici, qui revient bientôt, je crois que son chiffre d'affaires était d'environ 30 000 €. Or, le prix du stand, c'est 600 €. Je veux dire, si vous dépensez 600 € et que vous récupérez 30 000 €, et ça, c'est le chiffre d'affaires au salon. Ouais. Je ne vous parle pas des gens qu'on rencontre, les mêmes concerts, qu'après on rencontre après, etc. Mais même parfois, certains artistes qui parfois ne participent pas rencontrent des gens là et font des affaires. Thierry Alette, vous êtes des artistes à ne pas pleurer pour les subventions, c'est ça? Alors, je ne sais pas si on vous le reproche ou on dit oui, il roule sur l'or et parallèlement, il ne demande pas de l'argent, il demande de l'argent nulle part. Non, on est très bien suivi, notamment par la région. Oui. On est suivi par la région, le port est partenaire, on est suivi par la DAC un petit peu, pas beaucoup. Je ne sais pas pourquoi la DAC, ils sont un petit peu frileux. Ils sont réticents. Oui, enfin bon, Philippe va m'expliquer un jour. Non, on est très bien suivi. On est suivi aussi un peu par Cap Excellence. La ville, oui. Pas beaucoup. Ce qu'on fait pour le salon... Il y a du mécénat pour beaucoup? Pas tellement de mécénat, mais on a des sponsors. Mais vous allez chercher vos fonds aussi? Oui, on fait tout. On travaille avec... Je vous dis, on travaille avec ceux qui veulent. Ouais. Et... mais on peut parler aussi de... oui, donc il y a quelque chose d'important dans le financement de l'art en Guadeloupe, c'est qu'en fait, on a réussi à intéresser les mairies, en fait, qui, elles, font la promotion d'artistes de leur commune. Oui. Et donc ça marche très bien. Et c'est bien pour la mairie, c'est bien pour nous, c'est bien pour l'artiste et c'est bien pour tout le monde. Parce qu'en fait, en plus, l'idée, c'est que la mairie prenne en charge le stand de l'artiste, mais qu'après, l'artiste, lui, puisse faire une présentation de son travail ou son passage au salon auprès des administrés de la ville. Et donc, comme ça, bon, on a qui achètent aussi des tableaux. Oui, qui achètent. Dans les mairies, maintenant, on va à Pointe-à-Pitre, à la mairie de Pointe-à-Pitre, on voit les acquisitions de la mairie de Pointe-à-Pitre, par exemple. Oui, mais tout le monde peut acheter, vous aussi. Oui. Je ne vous ai pas vu acheter beaucoup. Hein, donc voilà, mais non, mais il faut saluer et puis, en faisant ça, j'ai eu une surprise vraiment extraordinaire, c'est la sympathie et l'envie de travailler des personnels de mairie. Oui. En particulier, on peut penser à tout le monde, mais la mairie de Petit-Bourg, la mairie de Sainte-Anne, Saint-François, Trois-Rivières, au niveau du maire, au niveau des services culturels, Pointe-Noire, ils veulent vraiment, vieux habitants. Moi, alors là, la personne qui m'a le plus impressionné, c'était la dame de la mairie de vieux habitants, qui m'a dit, écoutez, je vais vous emmener. Et donc, elle a pris sa voiture, elle m'a emmené jusqu'en haut, dans les terres, chez Monsieur Biabiani, un artiste qui avait fait et qui a encore une série de peintures assez extraordinaires. La qualité de la peinture est un petit peu naïve, parce que c'est un autodidacte, mais il a reproduit, il a repeint tous les billets anciens de la Guadeloupe. Ouais, on a vu et j'ai trouvé ça intéressant, parce que d'un côté, il y avait le côté un peu autodidacte des artistes d'ici, parce qu'on est en Guadeloupe, et pas pour dire que c'est une fatalité, mais en même temps, il y avait quelque chose d'un peu warholien. Oui, quand même. Mais oui, parce que Warhol, les visages, les visages et puis le fait de peindre l'argent, et puis de repeindre un objet qui existe déjà. C'est Warhol, c'est le pop art, c'est Liechtenstein, tout ça. Ouais. Le gars, il y avait un mélange comme ça. Ouais. Et en fait, en plus de ça, en faisant le salon, je me rends compte que la Guadeloupe regorge vraiment de créativité, mais une créativité qui va au-delà simplement de la dextérité picturale, quoi. Par exemple, on a fait une exposition de Mamie Thiban. C'est une mamie qui a vécu pas mal de temps en France, en fait, et qui est rentrée, qui est aux Abîmes, dans sa petite maison. Et elle peint, c'est une élève de Michel Chromont-Lamotte, qu'on peut saluer, et elle peint la Guadeloupe,
mais aussi de façon autodidacte. Mais sa peinture sur les petits bancs, c'est quelque chose de magique, quoi. À tel point qu'en fait, on en a offert un à Jesse Jackson. Et en partant, il a insisté pour qu'on lui remette son petit banc. On a des photos de lui à l'entrée de la région, en train de demander, donc tout le monde se passe le petit banc, Dominique Laban, comment il s'appelle Dominique Laban, c'est normal. Non, mais je veux dire, non, mais il y avait Dominique Laban qui cherchait le petit banc, il y avait Jacques Martial, il y avait, comment il s'appelle, le gars avec les locks qui a organisé le... Il y avait Brother Jimmy, tout le monde cherchait le petit banc de Mamie Tiban, quoi, en fait. Et c'est extraordinaire, parce que la création ne s'arrête pas juste, en fait, à la dextérité, je veux dire, l'art, c'est fait pour ouvrir un peu l'esprit, le cœur, les yeux, et en fait, tout participe. Thierry Alette, comment votre œuvre est perçue aux États-Unis quand vous exposez là-bas? Parce que vous êtes étranger, vous arrivez dans une terre où il y a eu des cas, enfin il y a des choses comme ça. Comment les Américains ont perçu votre travail? Ce qui est bien, la première des choses que j'ai remarqué, c'est-à-dire qu'en fait, d'être de la Guadeloupe était un avantage, étrangement, parce qu'en fait, personne ne sait où est la Guadeloupe. Et donc, j'avais pas le sentiment d'être mis en boîte. C'est quand vous arrivez à Paris, on vous dit, ah, vous êtes Guadeloupéen, bon, mais on sait, voilà, Guadeloupéen, les DOM, machin. C'est pas forcément péjoratif, c'est pas quelque chose dont on peut pas se remettre, mais aux États-Unis, c'était la première chose dont j'ai bénéficié. Donc ça m'a permis d'avoir une voix à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais pas écouté comme étant telle personne ou telle personne, enfin, en étant trop catégorisé. Donc c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que je dois dire qu'en fait, mon travail a eu quand même pas mal de succès, puisque j'ai vendu pas mal d'œuvres, j'ai pas mal exposé dans des musées notamment. La dernière exposition était au Studio Museum à Harlem. Mais mon travail, j'ai toujours le sentiment, mais ici aussi en fait, de jamais vraiment appartenir exactement à une esthétique générale. J'ai toujours le sentiment, quand mes toiles sont accrochées dans une grande exposition collective, d'être un petit peu à part. C'était le cas au Studio Museum, à Creole Factory aussi, en fait, à la Villette. Finalement, c'est la couverture du livre. J'étais invité, mais je crois qu'ils ne savaient pas très bien quoi faire de moi, donc ils m'ont mis dehors. Non, mais c'est vrai. Donc, en fait, j'ai eu un mur. En fait, à l'entrée de l'expo, donc je n'étais pas vraiment dans l'expo. Et pareil pour l'exposition OMA au Jardin du Luxembourg. Vous étiez à l'extérieur? On m'a aussi dit, écoute, finalement, on va vous mettre dehors. Donc, il faut que vous trouviez quelque chose à faire. Mais c'était intéressant parce que du coup, j'ai fait cette sculpture, Blood, qui est en dernière de couverture. Et cette sculpture, du coup, a été exposée dehors, mais elle a été exposée dans le Jardin du Luxembourg. Et maintenant, elle est dans le parc de la Fondation Clément. Et elle a paru dans le New York Times. Et en fait, finalement, c'est quelque chose qui me porte chance au bout du compte. Vous devenez notre Ben. Ben, oui. Totalement. Voilà, bien. Écoutez, Thierry, on était content de vous recevoir pour la première fois dans cette émission. Voilà, je présente le bouquin. Il sortira réellement quand? Dès qu'on trouve un éditeur, en fait, c'est une préédition. On peut déjà l'acheter, mais à ce stade, elle coûte un petit peu cher. Mais on cherche un éditeur. Il y a un crowdfunding qui est lancé aussi pour ce bouquin. On verra. On n'en est pas là. Notre dernier, on a essayé de faire un crowdfunding pour l'art faire, mais on n'a pas réussi. Peut-être qu'on demandait trop d'argent. Je sais pas. Ok, en tout cas, merci Thierry d'être venu. Et puis pour le prochain, pour le faire. On a retenu avec Banksy et le street art qui va s'inviter. Alors. Banksy et puis les autres artistes de Guadeloupe et d'ailleurs. Je ne vais pas poser la question sur Saint-Cyr, on ne fait pas de polémique aujourd'hui. Voilà, merci d'être venu. C'est le dernier sujet? Oui, on va parler des enfants et de transmission, transmettre aux plus jeunes le patrimoine immatériel de la Guadeloupe. On parle ici tradition, savoir-faire, de la cuisine aux tenues vestimentaires, en passant par l'architecture ou le créole, bien sûr. À Sainte-Rose, c'est la dynamique association Art et Tradition avec Madame Saint-Marc que nous recevions hier, qui œuvre à faire vivre et à renseigner ses connaissances. Dans cette optique, justement, le collectif organise aujourd'hui à la Maison d'Étanger dans le bourg de Sainte-Rose la 4e édition de RJ-POM. Alors, RJ-POM pour Rencontre Jeunes et Patrimoine de l'Outre-mer. L'idée, c'est de rassembler près de 80 jeunes issus de Guyane, Saint-Martin, Saint-Barth ou encore de Martinique. Et le thème est savoureux, Danick, vous l'aviez retenu hier, plaisir gustatif et patrimoine
patrimoine immatériel. Voyons ce reportage. Il est signé de Nicolas Hachi avec Alain Hannibal. Vous avez des... C'est la 4e édition des RJPOM. Ce sont les rencontres jeunes des patrimoines et des Outre-mer. Donc Sainte-Rose reçoit aujourd'hui la 4e édition après Saint-Martin, la Martinique et Saint-Barthélemy. Donc c'est une journée pour faire passer la transmission des patrimoines. Nous recevons dans le cadre des RJPOM, qui sont les rencontres jeunes et patrimoine de l'Outre-mer, différentes délégations de Guyane, de Saint-Martin, de la Martinique. Nous recevons 81 participants qui viennent de la Caraïbe, enfin des Antilles-Guyane précisément. Et donc autour de cette journée, nous avons mis en place un atelier de chocolat pays par l'intermédiaire de M. Rumbo qui dirige l'écomusée. Nous voudrons montrer à travers cet atelier qu'il est possible, à partir du patrimoine, d'exercer une profession. Nous avons galéré pour savoir. Nous sommes, avec le temps, nous avons un petit peu de connaissances. Ce que je demande, c'est que les enfants pratiquent, rencontrent plusieurs méthodes. Et finalement, on garde ce qui nous est propre, c'est-à-dire pouvoir s'attacher personnellement sa coiffe en fonction des occasions et en fonction du vêtement qu'on porte. Maintenant, le travail de transmission se fait et on donne les occasions aux enfants, aux jeunes de porter la coiffe avec leur robe. Donc on peut ne pas porter de grandes pointes, de petites pointes, d'éventails et tout ça, mais on se noue la tête avec un mouchoir. Nous sommes venus ici pour découvrir un peu la tradition de Sainte-Rose. Nous venons de la Martinique, comme vous l'avez dit. Nous avons découvert les coiffes, les têtes à coiffer aussi, comme vous le voyez, j'ai essayé. C'est une journée très enrichissante. On découvre ce qu'on n'a pas vu. Enfin, on apprend les cultures de Sainte-Rose. On découvre un peu. Il y a différentes coiffes que nous, on ne connaissait pas du tout en Martinique, qu'on a découvert ici. Au niveau du, comment ça s'appelle, de la nourriture aussi, la tradition d'ici. Nous, ça a un autre nom en Martinique. Le bélé qui s'appelle ici, nous on l'appelle pâté pour là-bas. Il y a beaucoup de choses différentes. C'est un beau moment de partage en fait. C'est quelque chose de fabuleux de pouvoir échanger parce qu'à travers tous les ateliers, on a pu demander aux Guyanais et aux Martiniquais comment on faisait ça chez eux, comment on appelait par exemple l'igname, les bananes chez les Martiniquais ou en Guyane, si c'était la même chose. Le chocolat, si on le préparait de la même manière, s'il avait la même utilité. Pour les coiffes, la même chose. Donc je retiens beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Et je pense que c'est ce que les RJPOM en fait demandent, c'est ce que ça doit développer, c'est l'échange, le partage. Et c'est ce qui s'est passé ce matin. Voilà une journée tradition et transmission qui se poursuit à Sainte-Rose, maison d'Étanger. Exactement. Oui, absolument. Alors, je vous avais promis hier un clip. Oui, que j'attends avec impatience. Que j'ai checké sur le YouTube. Je ne suis pas un youtubeur, mais enfin... Et j'avoue, c'est sympa. C'est très sympa même. C'est bien. Ce mix entre hip-hop, latino, c'est sympa. Et c'est Pitbull qui commence à être connu. C'est un Cubain. Enfin, il est d'origine cubaine. En fait, ses parents sont des exilés. Lui, il vit... ce qu'on appelle à Miami, Little Havana, à Havana, c'est là qu'il a grandi. Ça a été un dealer. Il a changé de vie et il est aujourd'hui un businessman, vraiment un businessman. On estime sa fortune aux environs de 150 millions de dollars. Il investit un peu partout. Il a même fait une école. Ah oui, la musique, ça enrichit les cœurs, mais ça enrichit aussi les porte-monnaies. Et donc, ce clip, c'est l'un de ses derniers albums. Alors, dernière chose, il faut dire quand même, il a fait la musique du film Fast Furious, le numéro 4. Et donc, ce style entre reggaeton et house, moi, je pense que ça peut déchirer, ça peut intéresser. On regarde. Moi, personnellement, il était aussi avec Wizin, j'ai oublié de le dire. Comment vous avez trouvé? J'ai bien apprécié le barésil sur le visage. Je pense que pour l'anonymat, c'est loupé, mais c'est assez sympa. C'est bien, moi, je pense que c'est comme disait Zébris, il y a du sang. Du sang et de la sueur. Il y a de la chair. De la sueur et du bon sang. Et du bon sang. Et le sang est bon. Oui, c'est bon. Vous avez de bon goût, Danick. Prochain, j'annonce déjà le prochain, ce sera un afrobeat et beat BEAT, bien sûr. Avec Fela Kuti
et consorts. Non, sa descendance. Les nouveaux afro-beaters du Nigeria, et ça aussi, ça déchire. Bien, alors voilà, on va se quitter là-dessus. Bientôt, 14h quand même. Juste l'heure. Juste l'heure. Et je file, vous savez pourquoi? Non, dites-nous tout aujourd'hui, Danick. Vous nous dites tout aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai. Real, PSG, Real de Madrid. Le PSG va gagner, c'est sûr, avec la meilleure équipe. Ça va être chaud quand même. Ça va être très chaud. Voilà, on se quitte, on se retrouve demain à la même heure avec Céline, avec moi et avec vous aussi. Salut!